Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et qui est le maillon mental dans le champ de la performance en entreprise. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue clinicienne, j'ai une spécialisation dans le champ des troubles de la performance. Je suis une ancienne compétitrice en sport de combat et j'ai accompagné de nombreux sportifs dans leur parcours vers la réussite, leur parcours de performance. J'accompagne parallèlement dans des formations des candidats à la direction générale en entreprise. Et force est de constater qu'il y a beaucoup de points communs entre le sportif de haut niveau et le dirigeant d'entreprise. Alors déjà, la notion de performance elle-même, on attend des résultats, voire des résultats chiffrés dans les deux cas. Donc il y a un challenge, un vrai challenge. Il y a l'esprit de défi, évidemment, la prise de risque, l'esprit de compétition. Il y a la charge mentale importante, la pression et le stress subi. Et puis aussi la notion de sacrifice, etc., etc. Et tous ces points communs font qu'on peut vraiment implémenter les stratégies qui sont efficaces chez les sportifs dans le champ de l'entreprise. Donc c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on forme les dirigeants. Les dirigeants sont sensibilisés à des tas de volets. Il faut qu'ils maîtrisent beaucoup de domaines. J'en citerai quelques-uns, le domaine juridique, stratégique, financier, marketing, managérial. Il y a plein de champs comme ça qui doivent être couverts. Parmi ceux-ci, il y en a un qui s'est invité dans le champ de l'entreprise depuis plusieurs décennies, qui est le facteur humain. On s'est rendu compte depuis plusieurs décennies de l'importance de prendre en compte le facteur humain dans les plans de développement, parce que le plan de développement peut être tout à fait pertinent, juste et adapté. Si on ne permet pas aux collaborateurs finalement de se l'approprier, de le porter, de porter les valeurs, les objectifs, les orientations qu'on cherche à implémenter, eh bien ça peut rester complètement lettre morte. Donc ça c'est une très bonne chose. Et de fait, il y a des tas de méthodes de développement personnel qui se sont invitées dans le champ de l'entreprise, du type mindful leadership, soft skills, conseil en communication, management bienveillant, etc., etc. Et ça, c'est une très bonne chose. J'ai envie de dire, qu'en est-il du dirigeant lui-même, de sa personnalité? Parce que si les collaborateurs, eh bien, ce sont des vecteurs du changement dont on doit tenir compte, le premier vecteur du changement, c'est le dirigeant lui-même. C'est-à-dire que ça va déjà être à lui de convaincre, de pouvoir transmettre des convictions, des orientations. Donc sa personnalité va être fondamentale. Mettons que le dirigeant manque de confiance en lui, il va être parfaitement incapable d'argumenter, de convaincre, de se faire écouter. Donc la personnalité du dirigeant elle-même va être le premier vecteur, et moi je compare la personnalité à un véhicule. C'est notre véhicule, c'est notre outil personnel à travers lequel on va justement faire passer tous ces objectifs, ces valeurs, etc. Et en tant que véhicule, eh bien, il a des lois de fonctionnement qu'on doit connaître. Le mental a ses propres lois de fonctionnement qu'on doit apprendre à connaître. Et j'ai envie de dire, le dirigeant, avant de réussir à diriger les autres, eh bien, doit apprendre à se diriger lui-même, doit apprendre à diriger son propre véhicule. Quand on parle des dirigeants d'entreprise et de la science développée autour de ce qu'est être un bon dirigeant, on voit pas mal de modèles circuler, des modèles un peu idéaux. Alors on entend par exemple qu'un bon dirigeant, il devrait être charismatique et en même temps il devrait être capable d'écoute, d'empathie, il devrait savoir trancher, prendre des décisions, diriger justement, mais en même temps savoir déléguer. Et quand on regarde ces modèles circuler, des fois on a un peu l'impression qu'il y a tout et son contraire. Et c'est beau sur le papier, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Et j'ai même envie de dire que, au-delà du fait que ça n'existe pas, c'est louable de vouloir établir comme ça des standards idéaux, justement une sorte d'objectif personnel à atteindre, mais ça peut être un facteur bloquant pour pas mal de dirigeants.
Moi, j'interviens dans la formation de dirigeants et j'interviens justement sur ce volet mental. Et je fais passer par exemple des questionnaires pré-formation pour apprendre un petit peu à cerner mieux les motivations des personnes que je vais accompagner. Et j'ai une question, c'est fait exprès dans mes questionnaires, qui est, d'après vous, qu'est-ce qu'est être un bon dirigeant? Et donc, je retrouve tous ces clichés-là que je viens d'énoncer. Évidemment, je leur demande ça, je leur fais sortir ces clichés pour mieux les démonter par la suite. Et donc, il n'y a pas une seule manière d'être un bon dirigeant. On peut être un dirigeant qui sait faire preuve de pédagogie, transmettre, apprendre. On peut être un dirigeant qui aime titiller, challenger, provoquer, qui a un esprit de défi. On peut être un dirigeant qui, par son empathie, son sens de l'écoute, arrive à finalement valoriser chacun, à lui donner sa place. On peut être un dirigeant qui a cette capacité à faire du ciment, de la cohésion dans l'équipe. On peut être un dirigeant qui, par son esprit de conviction, arrive à véhiculer des idées fortes, à transmettre, à emmener beaucoup de monde dans son sillage, etc., etc., etc. Mais être tout à la fois, je dois bien vous annoncer la dure vérité aujourd'hui, c'est parfaitement impossible. J'aime, lors de mes formations, à citer en exemple 2 modèles de dirigeants qu'on va tous finalement reconnaître comme étant des modèles de réussite. Je ne vais pas citer leurs noms, mais ils seront très faciles à reconnaître. On connaît bien leur personnalité, parce que c'est des personnalités publiques justement. Le premier, c'est celui qui a inventé l'ordinateur avec la petite pomme, qui est très connu pour être un dirigeant très charismatique, mais potentiellement quand même un peu caractériel. Et puis on a un deuxième modèle de dirigeant qui a fondé un des premiers réseaux sociaux et qui est quelqu'un qui est très visionnaire et qui a cru en son idée et qui en même temps est connu pour avoir une toute petite intelligence émotionnelle et une toute petite capacité à se mettre à la place des autres, à avoir de l'empathie. Et donc, comment ils ont fait pour réussir? Eh bien, ils ont réussi à baser une stratégie sur leurs points forts, en sachant pallier à leurs points faibles, en s'entourant notamment des bonnes personnes. Et donc, finalement, ils ont réussi de cette manière. Heureusement qu'ils n'ont pas lu des manuels sur des modèles de ce que c'est être un bon dirigeant et qu'ils ont cherché finalement à être autre chose que ce qu'ils étaient, parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre moyen de réussir, que ce soit en sport ou que ce soit dans le champ de l'entreprise. Eh bien, la réussite ne peut que passer par l'identification de son modèle personnel de leader, en fait. Construire son propre modèle, son identité de leader sur la base de nos points forts. Et ensuite, évidemment, qu'on doit devoir corriger, trouver, identifier nos points faibles et les corriger si on peut, faire un travail personnel, ou s'entourer, s'entourer des bonnes personnes qui vont réussir à pallier finalement à ces difficultés. Alors, la deuxième raison pour laquelle ça peut être contre-productif de fixer comme ça une sorte de modèle idéal à atteindre de ce que serait être un bon dirigeant, c'est tout simplement que les êtres humains et les dirigeants ne sont pas des ordinateurs dans lesquels il suffirait d'insérer le bon programme pour donner lieu au bon comportement. Je m'explique. Vous êtes un chef d'entreprise et vous avez un schéma d'imposture. On va parler de schéma cognitif. Un schéma cognitif, c'est une sorte de croyance intérieure qu'on a développée au fil d'une vie passée. Beaucoup de dirigeants ont par exemple ce schéma d'imposture, parce qu'il faut savoir que pour être dirigeant, il faut maîtriser des tas de sujets sur lesquels on n'est pas formé, on n'est pas des experts dans notre domaine. C'est pour ça qu'on s'entoure de directeurs qui sont chacun experts dans leur domaine, donc on doit en même temps maîtriser plus ou moins des sujets, et il n'y a pas une formation type pour devenir dirigeant, une formation de base, j'ai envie de dire. Et donc, beaucoup de dirigeants que je rencontre ont ce schéma d'imposture, c'est une sorte de complexe. Et donc, vous avez un schéma d'imposture, vous avez peur à tout moment, quand vous faites votre speech, votre présentation, finalement, d'être pris en flagrant délit d'incompétence. Si vous ne travaillez pas sur cette croyance intérieure, vous aurez beau prendre tous les conseils en développement personnel, apprendre à poser votre voix, à contrôler votre posture, vos mimiques, à savoir comment faire un storytelling, mettre des silences dans vos discours, parce qu'il y a des tas de vidéos qui circulent un petit peu sur ce sujet-là.
En fait, quand vous allez être face à votre auditoire, vous allez commencer à être dans l'hésitation, vous allez avoir peut-être la voix qui tremble un petit peu, vous allez avoir des vides, des blancs mentaux, vous allez peut-être essayer d'aller très très vite pour convaincre absolument et ne pas laisser les autres s'exprimer parce que vous avez peur des questions pièges. Finalement, vous allez perdre votre auditoire et vous allez perdre en impact. Donc vous aurez eu beau avoir les meilleurs conseils, finalement, du fait d'un schéma intérieur, d'une croyance profonde, eh bien, ça va orienter inévitablement votre comportement. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas juste de travailler sur la surface, le maillon mental va être essentiel. Je vais vous prendre un autre exemple. Prenons l'exemple d'un dirigeant qui aurait un schéma d'exigence élevée. D'accord ? Les psychologues en thérapie cognitive, en sciences cognitives, ont déterminé à peu près 18 schémas. Il y en a bien plus en réalité, mais il y en aura au moins 18 qui, s'ils sont activés, qu'on développe de par l'expérience et l'éducation, et qui, s'ils sont activés, peuvent engendrer beaucoup de stress et être un facteur bloquant pour la performance. Donc, reprenons notre exemple du dirigeant qui a un schéma d'exigence élevée très très fort. Il peut lire tous les livres en développement personnel qu'il veut, sur le mindful leadership, l'intelligence émotionnelle, le management bienveillant, ça ne servira à rien si au moment où il se retrouve face à ses collaborateurs, il est pris par son schéma d'exigence élevée à tel point qu'il trouve insupportable que l'autre ne fasse pas les choses de la manière dont lui pense que les choses devraient être faites avec ses standards d'exigence à lui. Il va être aux prises avec des sentiments d'agacement, d'irritation intense, et quand bien même il sait que ce n'est pas adapté, c'est parfaitement incontrôlable. Les schémas cognitifs vont se traduire par des croyances inconscientes, par des émotions très fortes qui sont des tendances à l'action. Ça va nous pousser à nous comporter d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, il sera parfaitement incapable d'écouter, de déléguer, de laisser de la place à la créativité, à l'initiative personnelle de ses collaborateurs. Et il ne suffit pas de se dire « je sais que je suis comme ça, je ne devrais pas, je ne dois pas être aussi exigeant ». Ça ne fonctionne pas, d'accord ? Ça veut dire se rajouter l'exigence de ne pas être comme on est, et ça ne marche pas. Donc il va falloir adopter d'autres stratégies, des méthodes bien plus profondes pour changer de l'intérieur, finalement, des croyances anciennes, les changer à la source. Je vous donnerai un petit peu quelques tips, même si ça, je l'aborderai dans une prochaine vidéo, comment identifier, puis comment modifier ensuite nos schémas cognitifs profonds. Prenons un autre exemple, l'exemple d'un dirigeant qui a un schéma de recherche d'approbation. Donc, il a besoin de l'approbation des autres, il a un manque de confiance en lui qui compense par aller chercher des conseils, des avis, des validations finalement auprès de son entourage. Ça va être difficile de prendre des décisions parce qu'il va être comme une girouette. Quand on va lui dire d'aller vers le nord, il va aller vers le nord. Un autre va lui dire d'aller vers le sud, il va aller vers le sud. Alors il pourra prendre tous les conseils sur le net sur comment prendre une bonne décision. Finalement, ça ne fonctionnera pas. Et parfois même, ces personnes qui procrastinent et qui ont énormément de mal à prendre leurs propres décisions, des fois vont passer du tout au rien. C'est-à-dire se jeter complètement dans une décision, évidemment risquer de se casser la figure, et puis après retomber encore plus fort dans leur schéma de recherche d'approbation. Donc voilà un petit peu pourquoi finalement avoir un bon modèle, un modèle idéal de ce qu'est être un bon dirigeant, même si c'est beau sur le papier, c'est pas si simple que ça en fait. La réalité est beaucoup plus complexe que ça, le facteur humain est plus complexe, la personnalité du dirigeant est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas un ordinateur dans lequel on peut insérer le bon programme, et il va falloir pour chaque dirigeant apprendre à voir comment il fonctionne, quels sont ses schémas, quelles sont les émotions invalidantes, les pensées invalidantes, les comportements invalidants, pour aller réparer les pannes en profondeur. Si on reprend la métaphore du véhicule, voir son fonctionnement, voir où est le dysfonctionnement et apprendre à le corriger. Mais vous avez bien compris, ça fait une partie du maillon mental de la performance, corriger finalement ces schémas invalidants. L'autre partie qu'il ne faut pas oublier étant construire une démarche, une stratégie de développement personnel basée sur son identité de leader, basée sur ses points forts et pas seulement sur la correction de tout ce qui ne va pas dans notre personnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Dans d'autres vidéos, on ira un peu plus loin, comme je vous l'ai dit, sur détecter et corriger un petit peu nos propres mauvaises tendances à l'action qui sont guidées par nos schémas cognitifs. Voilà, à bientôt.